Ce film, c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Fleur de l'Empole quitte l'île de Nukuhiva, aux Marquises, où nous avons fait escale pendant 2 mois. Une fois de plus, nous admirons les crêtes déchiquetées de la montagne. Jean-Baptiste, notre scientifique, profite de la traversée pour nous expliquer la formation de ces îles. Alors, dans le Pacifique, il y a des îles comme Nukuhiva, qui sont des îles volcaniques seules. Il y a des îles comme Bora Bora, avec cet anneau autour de l'île principale. Et il y a les atolls, où il y a seulement un anneau de petits îlots, très bas. Comme au Tuamotu. Alors, on s'est posé la question longtemps, comment est-ce qu'on puisse former ces différentes îles? Quelle est l'origine de ces différentes îles? Il y a quelques millions d'années, des volcans sont apparus dans différentes zones du Pacifique, et ces volcans, qui sont nés au fond de la mer, sont apparus à la surface. Nukuhiva, c'est comme ça, c'est un volcan qui repose sur le fond de la mer, comme ceci. Alors, dans les régions tropicales où nous sommes, quand il y a une île comme ça qui apparaît, du corail peut se former autour de l'île. Et il va se former comme ceci, et former une sorte d'anneau autour de l'île. Ah oui. Et on a à la fois une espèce d'atoll et une montagne au milieu. Une fois que ces volcans se sont formés, ils pèsent sur le plancher océanique et ils vont s'enfoncer. On va se trouver dans la situation de Bora Bora, avec le corail qui émerge toujours, et l'île qui est réduite à juste la pointe du volcan. Et puis si l'île continue à s'enfoncer, eh bien, elle va finir par être recouverte par la mer, et il ne va plus rester que le corail qui s'était développé, et qui va faire toujours cette barrière, avec un lagon central, mais le volcan n'apparaît plus du tout. Alors c'est ça qui forme un atoll. Ça, c'est un atoll. Alors ça explique que les atolls aient une altitude si peu importante. Ils sont à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Hein. Et si le niveau de la mer montait très rapidement, comme on craint que cela arrive dans les années qui viennent, à cause du réchauffement de l'atmosphère, à ce moment-là, certains atolls pourraient être complètement inondés et le corail mourir et les atolls disparaître. Une journée de mer suffit pour gagner l'île voisine de Wapou. Avec ses cheminées volcaniques sculptées par l'érosion, c'est une île particulièrement spectaculaire. Dans les anciennes légendes des Marquises, chaque île de l'archipel représentait un élément d'un faré, une habitation polynésienne. Wapou, c'est bien évidemment les poteaux qui soutiennent la charpente. Le vent souffle fort. Nous avons longé la côte nord et jeté l'ancre dans une vallée abritée. Renaud se charge d'éteindre le moteur. Nous avons mouillé à Hakaetao. La houle rentre dans la baie et Fleur de l'Empole roule bord sur bord. Une équipe débarque pour aller faire des courses. Nous en profitons pour visiter le petit village blotti au cœur de la vallée. Nous avons prévu de repartir demain matin. No, they're not grapefruit. What are they, mangoes? No. That's the typical tree.
Le copra. C'est quoi la copra? Le copra. C'est quoi le copra? Pour faire l'huile, ils récoltent la noix de coco. Là, ils la font sécher. Puis ensuite, ils l'expédient à Tahiti, là où il y a des usines qui en retirent de l'huile végétale. Ah ouais. Et les poules en profitent pour manger dedans, quoi. Les enfants du village nous ont indiqué l'unique magasin de Hakaetao. Faire les courses pour 16 personnes, croyez-moi, c'est du travail. Surtout aux Marquises. On trouve pas beaucoup de choses comme ravitaillement ici. Et 20. Allez, vas-y à la caisse. Du chocolat. Venez. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Là. Oh non, on va pas en prendre. Mais si, allez en cachette. En tout cas, il reste qu'un paquet alors. Ah, du chocolat. Les enfants, qui tournaient curieusement autour de nous, nous ont rejoints. Il faut dire que les visiteurs sont rares à Hakaetao. Ils nous emmènent visiter une plantation de vanille. La vanille de Polynésie est réputée la plus parfumée du monde. C'est l'une des cultures d'exportation de la vallée. C'est une odeur très développée. Ça me donne envie de la croquer, moi. Y'a pas que toi. Ah, que ça peut être bon. Dommage, hein, maman, pourquoi t'es pas là? Ça sent tellement bon. Là là. Les habitants de Hakaetao sont accueillants. Ils nous abordent facilement. Un jeune, Atai, entreprend de nous faire une démonstration de musculation. Il s'entraîne pour les prochaines courses de pirogue. Allez Simon, un petit effort. Tu pourras bientôt ici la grand voile tout seul. Étienne, le père de Atai, nous a proposé pour demain une visite de l'île. Difficile de résister à de telles propositions. Les habitants de Wapu ont été aujourd'hui si gentils que nous décidons de prolonger notre escale. Pour commencer la journée, Étienne nous emmène dans une baie où vivent de petits requins. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a 17, toi t'en prends. Ces requins, ils arrivent très tôt ici avec leur mère. Alors ils sont en sécurité en attendant d'avoir une meilleure taille pour affronter les dangers de la vie de tous les jours en grand océan. C'est quoi comme requin? C'est un requin gris avec les ailerons pointés de blanc. Ils ne sont pas dangereux. Les plus grands peuvent faire 2,50 m à 3 mètres. On peut aller se baigner là, d'après? Oh, il n'y a aucun problème. C'est pas ce petit requin qui va te faire peur, hein, grand. J'ai horreur de requins. Encore moins quand tu es avec eux. Peur de se faire un petit requin. 60 cm. Laisse-moi rire. Ouais, t'hallucines, toi. Tu cherches la bagarre. Regardez les enfants, regardez comment la vallée est très belle, la vallée est très verdoyante, très jolie à partir d'ici. Combien il y a d'habitants ici? Il y a exactement 203 habitants au dernier recensement. Et pourquoi il n'y a pas de sable sur cette plage? Ah, ça c'est une longue histoire également. Il y avait du sable, il fut un temps il y avait du sable et on a tellement extrait que maintenant il reste des galets. Mais seulement les galets, si ça pouvait se transformer en or, la population de Hakaetao serait les plus riches du monde. C'est peut-être les plus heureux. De quoi vivent les gens ici? Est-ce que les gens vivent? Non, les gens ne vivent pas. Les gens profitent de la vie ici. Parce que vivre, ça nécessite de travailler, d'avoir des activités qui rapportent de l'argent. La plupart des gens ici vivent de très peu. Mais c'est des gains petits, si jamais. Des grandes sommes qui gagnent. C'est pour ça que je dis,
on ne vit pas ici, on profite de la vie ici, on profite de la générosité du bon Dieu et de la nature. Alors la nature, elle est très généreuse ici. Oh, heureusement. Heureusement que cette nature est très généreuse. Vous comprenez, cette nature est tellement généreuse que l'homme des îles Marquises ne compte que sur cette générosité. C'est vrai que le modernisme a obligé les gens à gagner un peu d'argent parce qu'il y a l'électricité, il y a la télévision, il y a ce genre de dépenses superflues. Mais encore une fois, c'est du superflu. On peut encore vivre sans ces trucs-là. Dans l'après-midi, les enfants nous emmènent à cheval dans la forêt. Le cheval est encore très utilisé ici. Il coûte moins cher qu'un 4x4. À quelques kilomètres du village, le petit torrent qui coule dans le ravin forme un bassin. C'est le terrain de jeu préféré des enfants de Hakaetao. Étienne nous emmène visiter son jardin. Tous les habitants de la vallée en ont un. Voilà pourquoi hier au magasin, nous n'avons trouvé ni fruits ni légumes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres qui donnent des fruits toute l'année ici? Il y a quelques arbres qui donnent des fruits toute l'année. Il y a le citronnier, il y a la papaye, il y a le goyavier. Très très bon. Il y a le pamplemoussier. Ataï nous offre quelques régimes de bananes. Nous ne rentrerons pas au bateau les mains vides ce soir. Les bananiers, ils donnent qu'un seul régime, alors quand on a coupé le régime, on coupe l'arbre pour qu'un autre pousse. Les patates douces, c'est la base de l'alimentation. Et en fait, tout ce qui est tubercule, le polynésien et le marquisien en général, il aime bien. Qu'est-ce que vous cultivez comme tubercule? Alors, on cultive du manioc, du taro, de la patate douce, de l'igname. Allez, venez, je vais vous montrer la plantation de taro. C'est ça le taro? Ah oui, c'est ça le taro. Mais au départ, il n'y a qu'une seule tige, c'est celle qui est au milieu. C'est ça, tout ça, ce sont des rejets qui sont arrivés après. Alors, le tubercule, il est là. Il est là, il commence à monter. Il va monter jusqu'à cette hauteur-là et va atteindre son poids de 6 à 7 kilos. 6 à 7 kilos? Ouais. Donc, je suis obligé de vous inviter pour consommer. Non, pas de problème. Et il faut 1 an pour que ça aille en maturité. Et de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est une plante qui boit beaucoup d'eau. C'est hallucinant. Bon, Imaginez-vous qu'il y a 1 million, 2 millions, 3 millions d'années, un volcan est sorti de la mer ici, et il a fait cette île qui était très élevée, mais qui était un univers uniquement minéral. Et puis petit à petit, la vie, les espèces végétales et animales ont réussi à coloniser ce volcan et à faire de ce milieu hostile une île agréable à habiter et belle avec une forêt verdoyante comme celle que vous voyez derrière nous. Mais alors si c'est une volcan qui sort de la mer, c'est pas fertile comme terre pour les plantes et tout ça? Tu as des espèces qui arrivent, les premières, qu'on appelle des espèces pionnières, qui sont très très habituées à des conditions difficiles. Et puis en mourant, milliers d'années après milliers d'années, leur décomposition va commencer à faire du terreau. Et puis petit à petit, il va y avoir des plantes qui vont faire un petit peu d'ombrage aux autres, et ça va permettre l'arrivée de générations de plantes plus fragiles, qui ont besoin d'une terre plus riche, qui ont besoin d'être protégées un petit peu du soleil. Et puis petit à petit, la végétation, par cercle concentrique, si tu veux, va comme ça devenir de plus en plus variée, de plus en plus riche, et souvent aussi de plus en plus grande en taille. Les arbres, évidemment, sont un petit peu les derniers à coloniser l'île dans ce processus. Mais comment est-ce que les plantes, elles ont pu arriver jusqu'ici? Quand il y a une tempête ou surtout un cyclone ou un ouragan, il arrache des milliards de petites graines et même de petits insectes et d'araignées.
Ils les envoient dans la haute atmosphère à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Et après, avec les forts courants aériens qui sont dans la haute atmosphère, ces graines, ces petits insectes peuvent faire de longs voyages et puis un beau jour retomber. La plupart retombent en pleine mer et meurent, mais certains ont la chance de retomber sur une nouvelle île et ils viennent la coloniser. Et puis, il y a un autre facteur qui a apporté ici la vie, ce sont les courants marins. Est-ce que vous connaissez des plantes qui sont arrivées ici par les courants marins? Les cocos, elles sont bien arrivées par la mer. Elles sont arrivées par la mer, très juste. Les courants marins ont amené à peu près, on estime, 24% des ancêtres fondateurs de la flore. Ça fait qu'une partie de la colonisation. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'autres espèces qui ont été amenées par un autre moyen. Ah oui, il y a les oiseaux qui peuvent transporter des graines dans leur plumage. Tout à fait, ouais, elles se collent sur leurs plumes. Les oiseaux ont eu un rôle important puisqu'ils ont amené à eux seuls 72% des espèces jusqu'ici. Et ces espèces se sont trouvées très isolées. Et donc elles se sont adaptées pour occuper toutes les niches écologiques. Et comme elles n'étaient pas très nombreuses, elles ont pu profiter, sans avoir beaucoup de concurrence, des différentes niches écologiques. Et ce sont devenues de nouvelles espèces, ce qu'on appelle des espèces endémiques. Bravo! C'est des plantes qu'on ne trouve qu'à un seul endroit. Absolument. Et ici, aux Marquises, il y avait une très forte proportion d'espèces qui étaient endémiques. Il faut vous dire qu'aux Marquises, avant l'arrivée des hommes, il n'y avait aucun mammifère. Aucun mammifère. Il y a très très peu d'animaux. L'homme, quand il est arrivé, a amené de nouvelles espèces. Il y a eu celles qui ont été amenées par les anciens navigateurs maoris, et puis il y a eu celles qui ont été amenées beaucoup plus récemment par les navigateurs blancs. Alors les anciens Polynésiens, dans leurs grandes pirogues creuses, ils transportaient les plantes et les animaux qui leur étaient utiles. Ils transportaient des coqs, des cochons, des rats aussi, non? Des rats, oui, des rats, très juste, Willy. Et leurs chèvres aussi? Les chèvres, non, les chèvres ont été amenées par les blancs, plus tard. Ah oui. Comme les chevaux, par exemple. Les anciens Polynésiens ne connaissaient pas les chevaux. Ils ont amené d'autres plantes comme l'arbre à pain, le taro, les ignames, le kava qui servait à faire leur boisson favorite. Et puis enfin, quand les Blancs sont arrivés, ils ont amené beaucoup d'espèces nouvelles. Et ça n'a pas toujours été une réussite parce que ce sont les Blancs qui ont amené au début du XXe siècle, par exemple, les moustiques, et les nonos, ces petits moustiques qui piquent tellement fort et qui sont une vraie plaie ici. Et puis les Blancs ont amené d'autres plantes, il y a beaucoup plus de plantes maintenant sur les îles, mais certaines se révèlent être de redoutables envahisseurs. Les écosystèmes insulaires, comme ça, ils sont caractérisés par un petit nombre d'espèces, un fort endémisme et une fragilité de ces écosystèmes face aux envahisseurs. Voilà. Dans l'unique école primaire de Hakaetao, les enfants apprennent le français. Le marquisien reste la langue la plus parlée à la maison. Pour poursuivre leurs études, ces enfants seront obligés d'être pensionnaires à Hakahao, la capitale de l'île. La vallée est trop petite pour accueillir un collège. Oui, suivant. En sauter dans l'eau, en plonge. Voilà, avant de nager, on plonge dans l'eau et puis on nage comme des poissons dans la mer. Voilà. Qui est-ce qui aime plonger dans la rivière? Moi. Edouard, tu aimes plonger dans la rivière? Ah, il n'aime pas. Margarita, tu aimes plonger dans la rivière? Oui, très bien. Eh, Avaïaïa Terahimene. Joseph Kaiha, le directeur de l'école, est aussi un excellent chanteur. Il fut un temps, je pense que la culture marquisienne n'a pas retrouvé sa vraie place dans l'éducation nationale. Je dis, il fut un temps. Il fut un temps, mais par la suite, je pense que les dirigeants de cette communauté qu'est la Polynésie ont pris conscience que pour l'évolution d'un peuple, il faut vraiment y tenir compte de son mode de vie, de sa culture, de sa langue. C'est pour ça qu'actuellement, la culture marquisienne retrouve sa place dans l'éducation. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Peut-être pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose. Après l'école, nous rendons visite à Jacques, le tatoueur. Oui. C'est probablement aux Marquises que l'art du tatouage avait atteint son sommet avant l'arrivée des Européens.
guerrier marquisien qui est un chef également de l'île de Nukuhiva. Les anciens marquisans étaient tous tatoués. Ces dessins annonçaient le rang social de l'individu au sein d'une société hiérarchisée. Ils racontaient les exploits des guerriers. À ma connaissance, aux marquises, les jeunes commençaient à se faire tatouer vers l'âge de 14-15 et jusqu'à ce que le tatouage se termine. Apparemment, ça doit se terminer aux alentours des 40 ans. Les tatouages étaient aussi un élément de séduction. Les premiers missionnaires n'ont pas compris cette coutume qui s'achevait parfois par un sacrifice humain et les tatouages ont été interdits. Aujourd'hui, les marquisans se réapproprient cet art corporel. Et maintenant encore, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tatoués? Oui. Eh ben, il y a beaucoup de jeunes marquisiens qui commencent à se faire tatouer et des jeunes qui tatouent. Et en fait, quelle signification ont les tatouages que tu as sur la poitrine? Ici, il y a 2 diodans, au milieu un filet, un filet de pêche, et puis des flotteurs. Là. Et là, tu as un cercle qui représente un matahoata. Matahoata, ça veut dire des yeux perçants. Le renouveau du tatouage exprime le désir des marquisiens d'aujourd'hui de renouer avec leur culture, longtemps méprisée par les colonisateurs. Ataï nous emmène voir un jeune tatoueur de ses amis. C'est un motif typiquement marquisien? Oh là. C'est plutôt artistique maintenant. Oui. C'est pas... C'est juste pour la beauté du dessin, quoi. Oui. C'est toi qui composes le dessin? Oui. Les filles, vous n'avez pas envie de vous faire tatouer? Vous voulez faire quoi, un petit fleur de l'Empole? Non, je crois pas. Non, j'aimerais bien faire une bonhomme sur mon pied. Mais je sais pas si j'ai les doigts. Par vous. Kaoha. C'est vos parents? Kaoha. Vous allez bien? Ouais. Moi, je suis Robert, sculpteur de la vallée. Quoi. Ouais. Et ma femme, Brigitte, mes 2 enfants, Kato et Obéi. Ça fait longtemps que tu es sculpteur? Oui, depuis mon jeune âge, moi je peux dire que là, quand je suis né, c'est dans mon sang il y a ça aussi, il y a la sculpture. Mes parents, ils ont vécu avec ça, avec la sculpture. Pourquoi pas moi? C'est eux qui t'ont appris alors? Voilà. Et c'est dur comme métier, c'est dangereux? Dur, oui. Dangereux, et oui. Mais dur, non. Dangereux, non. Mais si tu as de la patience pour travailler dessus, je ne crois pas que c'est dur. Et tu fais quoi comme sculpture? Je peux faire la sculpture sur bois, sinon sur os. Ça c'est du bois de quoi? Bois de rose. De rose. Ouais, mais pas de rose en français, mais en marquisin, c'est du miro. 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 Ouais. Tu vois cet motif là, ouais, c'est jusque là. Quoi. Et fini, tu vas voir, c'est comme un pot de fleurs. Et le trou, mais comment tu fais? C'est déjà fait dans Non, dans le bois? il y a la minute. Ouais, j'ai fait le trou, c'est fait avec ça. C'est quoi? Une herminette. L'herminette, c'est un outil que tous les marquisiens d'avant, ils s'en servent aussi pour faire, pas que pour ces trucs-là, pour les fruitiers, mais aussi pour les pirogues. Et c'est toi qui l'as fabriqué, cet outil, l'herminette? Non, c'est un grand-père à moi. Ah, il est vieux alors? Oui, l'outil, mais avec moi, ça fait 17 ans maintenant. Mais avec mon grand-père, avant j'étais comme tous les jeunes. Comme tous les jeunes, le travail, j'ai laissé tomber le travail. Comme j'ai été à Papeete, j'ai fait aussi mes études, tout. Quand je suis arrivé à l'âge de 29 ans, c'est là que j'ai commencé à réfléchir que c'est encore mieux que je retourne chez moi en Marquise, faites le travail de mon grand-père. Mais c'est comme ça que mon grand-père, c'est quelque chose qui est très cher pour moi aussi. Là, aux Marquises, tu as tout le temps pour travailler, tu as tout ton temps pour travailler. Tu n'as pas besoin de te presser, tu as tout le temps. Tu regardes seulement le soleil qui se lève, qui se couche. Mais par contre, en France, si tu n'as pas d'heure, montre,
tu es toujours en retard. Ouais, là tu regardes le soleil et tu sais qu'il est réveillé. Ouais. Là, France, il est midi. Ouais. Là, il est à peu près midi passé. Quoi. Ouais. Ouais. Matoi te heno e nana, e hano ni te tautoa ni pepe nai te waka. O waka uhi ti te po i te oko nui ia. Nā tahe tatini haka ia ngā papakahi o i ti tahi a. Wa moe waka uhi i oto i te waka. Les journées passent trop vite en compagnie d'Étienne et d'Ataï. Il va falloir quitter cette vallée heureuse et reprendre la mer. Adieu Wapou. Dans 4 ou 5 jours, nous arriverons dans l'archipel des Tuamotu.